Elle venait à peine de s'asseoir sur le canapé quand elle entendit « Tu vas sortir habillée comme ça ?» La phrase était dite avec un petit sourire, presque aimable, mais pleine de jugement. Ce n'était pas la première fois. À 28 ans, Marianne se sentait encore comme une adolescente de 13 ans, essayant de rentrer dans un moule invisible créé par sa propre mère. Un moule qui ne semblait jamais juste, jamais complet. Pourquoi est-ce que je me sens toujours en faute ? Y pensait-elle, même après toutes ces années à essayer de bien faire. Si toi aussi tu as déjà eu l'impression que, peu importe tes efforts, tu n'étais jamais assez, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet douloureux et souvent ignoré. L'impact silencieux des mères narcissiques sur la vie de leurs filles. Des relations qui, en apparence, semblent normales, voire affectueuses, mais qui, en profondeur, sapent l'estime de soi, l'autonomie et l'identité. Peut-être as-tu déjà douté de toi, te demandant si tu exagérais. Peut-être qu'on t'a traité d'hypersensible. Peut-être as-tu ressenti de la culpabilité, rien qu'en pensant que quelque chose n'allait pas. La vérité, c'est qu'il existe des dynamiques émotionnelles si subtiles qu'elles passent inaperçues, jusqu'à ce que quelqu'un mette des mots dessus. Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière ces blessures invisibles et comprendre comment elles façonnent la vie adulte de celles qui ont grandi sous l'ombre d'une mère narcissique. Et surtout, nous allons tracer le chemin du retour vers toi-même. Un chemin fait de conscience, de deuil, de courage. Et oui, c'est possible. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te proposer quelque chose. Si toi aussi tu t'es déjà sentie comme Marianne, inadéquate, insuffisante, jugée même dans le silence, écris en commentaire « Moi aussi je l'ai ressenti ». Cette simple phrase peut ouvrir un espace de reconnaissance pour d'autres femmes. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage cette vidéo avec elle. Like aussi maintenant, car ce qui suit pourrait bien transformer ta manière de voir ton histoire. Et surtout, reste jusqu'à la fin. J'y partagerai un message très important, une vérité qui pourrait bien changer ta vie émotionnelle. Depuis toute petite, Marianne a compris que l'amour avait un prix. Quand elle ramenait de bonnes notes, elle entendait « Bravo, ma fille ». Mais qu'elle montre de la tristesse ou de la fatigue, et c'était le silence ou le mépris. Le message était clair, même s'il n'a jamais été dit explicitement « Tu ne seras aimé que si tu plais ». Alors, elle a commencé à modeler sa personnalité autour des attentes de sa mère. La joie devait être discrète, la douleur invisible. Il n'y avait pas de place pour l'humanité, juste pour la perfection. Ce type d'amour conditionnel est l'une des marques les plus cruelles du narcissisme maternel. L'affection ne coule pas librement, elle dépend de la performance. La fille devient un projet, une extension de la vanité de la mère, pas une personne à part entière. Avec le temps, cela provoque une faim affective profonde et une peur paralysante de l'échec. Marianne en est venue à analyser chaque phrase avant de la prononcer, à anticiper toute trace de désapprobation, toujours sur le qui-vive, toujours tendue. Cette quête d'approbation dépasse largement la relation mère-fille. Elle s'infiltre dans les amitiés, les relations amoureuses, le travail. La fille qui a appris que l'amour devait être mérité se sent indigne, même du geste le plus tendre. Elle ne sait pas recevoir un compliment sans douter. Elle se sent coupable de se reposer, de se détendre, ou simplement d'exister sans produire quelque chose. C'est cela, le poison invisible de l'amour conditionnel. Il transforme la vie en scène, où la fille joue un rôle pour survivre. Et le pire, lorsqu'elle tente de s'en libérer, on l'accuse souvent d'être ingrate. Après tout, ta mère a tant fait pour toi. Ce discours social renforce la prison émotionnelle et rend la rupture encore plus difficile. Mais reconnaître cette réalité, c'est déjà commencer à se libérer. En mettant des mots sur cette douleur, quelque chose en toi commence à se réorganiser. Tu comprends que l'amour véritable ne demande pas la perfection. Il demande la présence, l'acceptation, la vérité. Et c'est cette vérité qui va nous guider dans le prochain chapitre. Très tôt, Marianne a compris qu'il y avait des rôles à jouer dans sa famille. Elle, c'était la fille obéissante, studieuse,
celle qui faisait briller la famille dans public. À l'inverse, son frère plus jeune était souvent critiqué, réprimandé, tenu responsable de tout. Lui, c'était le bouc émissaire. Ce que Marianne ne savait pas à l'époque, c'est que ces rôles ne sont pas naturels. Ils sont fabriqués dans les familles dominées par une mère narcissique. On parle souvent de la fille dorée et du bouc émissaire. La fille dorée reçoit l'approbation conditionnelle. Tant qu'elle correspond aux attentes, elle est valorisée, utilisée comme vitrine. Le bouc émissaire, quant à lui, devient le réceptacle des frustrations, le miroir sur lequel la mère projette ce qu'elle refuse de voir en elle. Mais dans les deux cas, les enfants ne sont pas vus pour ce qu'ils sont vraiment. Ils sont piégés dans des identités imposées. Ce système crée des blessures profondes et souvent silencieuses. Marianne, en tant que fille dorée, semblait avoir tout pour être heureuse. Mais à l'intérieur, elle ressentait une pression constante, un vide qu'elle ne comprenait pas. Elle avait l'impression d'être aimée pour son image, jamais pour elle-même. Et chaque erreur menaçait de briser l'illusion, de la faire chuter de son piédestal. Ce qui rend cette dynamique encore plus toxique, c'est qu'elle divise les frères et sœurs. Le lien naturel est remplacé par une compétition déguisée, une rivalité subtile, orchestrée par la mère. L'un est jaloux de l'autre, mais aucun ne se sent véritablement aimé. C'est une stratégie inconsciente mais redoutablement efficace, diviser pour mieux régner. En grandissant, ces rôles invisibles collent à la peau. La fille dorée devient souvent une adulte perfectionniste, anxieuse, dépendante de la reconnaissance extérieure. Le bouc émissaire, de son côté, peut adopter une posture de rébellion ou d'auto-sabotage. Mais tous deux souffrent d'un manque d'identité réelle, profonde, stable. Il est essentiel de reconnaître ces schémas pour pouvoir s'en libérer, car tant que tu crois que ce rôle, c'est toi, tu restes prisonnière. Le prochain chapitre va nous montrer comment cette voix maternelle continue d'exister, même en son absence, et comment la faire taire. Même quand Marianne a quitté la maison familiale, elle n'était jamais vraiment seule. Dans les moments de doute, une voix familière résonnait dans sa tête. « Tu ne fais jamais rien comme il faut. » Lorsqu'elle s'apprêtait à prendre une décision importante, cette voix la freinait. « Tu crois vraiment que tu es capable ?» Ce n'était plus sa mère qui parlait, mais sa propre pensée, une voix intériorisée, construite au fil des années, devenue indissociable de son dialogue intérieur. C'est l'un des effets les plus profonds et les plus invisibles d'une mère narcissique. Sa voix devient la tienne. Ses critiques, ses attentes, ses humiliations déguisées prennent racine dans ton esprit et s'installent comme une vérité. Tu commences à douter de tes capacités, à t'auto-surveiller, à te censurer. Et le plus troublant, tu crois que c'est toi qui penses ainsi. Mais ce n'est pas ta voix, c'est celle qu'on t'a implantée. Cette voix intérieure te pousse à en faire toujours plus, à viser une perfection impossible, à ne jamais te satisfaire de toi-même. Elle te répète que tu dois mériter l'amour, prouver ta valeur, éviter de décevoir. Et même lorsque tu réussis, elle murmure que ce n'est pas assez. Elle est là au réveil, elle te suit au travail, elle t'épuise sans répit. Mais cette voix peut être déconstruite. La première étape est de la reconnaître. Demande-toi à qui appartient réellement ce jugement. Est-ce vraiment moi qui pense cela? Souvent, tu verras que non. Tu entendras, derrière les mots, le ton, la présence d'une mère qui a projeté ses propres blessures sur toi. Apprendre à distinguer ta voix authentique de celle qui t'a été imposée, c'est comme allumer une lumière dans une pièce où tu vivais dans le noir. C'est le début d'une séparation intérieure, une étape essentielle pour retrouver ton espace mental, ta liberté de penser, ta vérité. Dans le prochain chapitre, nous allons plonger encore plus profondément dans ce qui te retient, cette culpabilité invisible mais écrasante qui t'empêche de dire non, de poser des limites, et surtout, de penser à toi sans honte. Marianne savait qu'elle devait poser des limites, dire non, s'éloigner parfois. Mais dès qu'elle essayait, quelque chose en elle se nouait. Une voix chuchotait. « Tu exagères. Tu fais du mal à ta propre mère. Elle t'aime. Elle t'a fait tant de sacrifices. »
et la culpabilité s'abattait comme un orage, paralysante, lourde, presque impossible à ignorer. C'est là le piège émotionnel le plus puissant tendu par une mère narcissique, la culpabilité. Elle n'est pas criante, elle est subtile, diffuse, enracinée dans des années de conditionnement. Dès l'enfance, on apprend à mettre les besoins de la mère avant les siens, à chercher son approbation, à éviter le conflit pour mériter son affection. Et quand enfin vient le moment de se choisir soi, cette fidélité toxique bloque tout élan. Cette culpabilité n'est pas une simple émotion. C'est un mécanisme de contrôle, car tant que tu te sens coupable, tu restes docile, silencieuse, conforme. Elle te pousse à t'excuser d'exister, à minimiser tes blessures, à tolérer l'inacceptable. Et pire encore, la société renforce ce poids, glorifiant l'image de la mère sacrificielle, dépeignant toute critique maternelle comme une trahison impardonnable. Alors tu te tais, tu encaisses, tu justifies, tu dis « ce n'était pas si grave ». Mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint. Une part de toi sait que cette loyauté te coûte trop cher, que ce n'est pas ton devoir de porter les blessures non guéries de ta mère, que ton amour-propre mérite un espace libre de chaînes invisibles. Briser ce cycle demande courage et conscience. Tu n'es pas ingrate parce que tu veux poser des limites. Tu n'es pas mauvaise parce que tu refuses de te sacrifier. Tu es en train de guérir, et parfois, guérir, c'est décevoir ceux qui profitaient de ta douleur. Le pardon que tu dois chercher en premier n'est pas pour ta mère, c'est pour toi-même. Te pardonner d'avoir cru que ton bonheur devait toujours passer après celui des autres. Te pardonner d'avoir survécu à une loyauté qui t'étranglait. Dans le prochain chapitre, tu découvriras qu'il existe un chemin, un vrai, un possible. 5 étapes concrètes qui t'aideront à sortir de ce cycle destructeur et à retrouver ta force intérieure. Et cette fois, ce sera toi que tu choisiras. Guérir d'une relation marquée par le narcissisme maternel ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin sinueux, parfois lent, mais profondément libérateur. Pour Marianne, tout a commencé lorsqu'elle a compris que ce qu'elle vivait n'était pas normal. Ce fut la première étape, l'acceptation. Mettre des mots sur la réalité, reconnaître la douleur sans la minimiser. Accepter que, oui, sa mère ne l'avait pas aimée de manière inconditionnelle et que cela avait laissé des traces. Vient ensuite la tristesse, le deuil de ce qu'elle n'a jamais reçu. Pleurer la mère idéale qu'elle aurait voulu avoir. Ce deuil est silencieux, mais essentiel. Il permet de se détacher des illusions et d'honorer cette partie en elle qui a toujours espéré, sans retour. C'est douloureux, mais c'est aussi un acte de vérité. Puis vient l'étape de la redécouverte de soi. Sans le regard constant de la mère, sans son jugement. Qui es-tu vraiment? Quels sont tes désirs, tes valeurs, ta voix? Marianne a commencé à explorer ses passions mises de côté, à écouter son intuition, à se reconnecter à son corps. Pour la première fois, elle ne vivait plus en fonction de ce que l'on attendait d'elle. La 4e étape est celle des limites. Dire non. Refuser l'abus. Créer un espace sacré entre toi et ce qui te blesse. Cela peut susciter de la colère, de l'incompréhension, voire du rejet. Mais poser des limites, ce n'est pas exclure, c'est se protéger. C'est dire « je compte, moi aussi ». Enfin, il y a la reconstruction, une étape de lente consolidation, où la vie prend une nouvelle forme. Les liens sains commencent à émerger, l'amour-propre s'installe. Tu choisis désormais tes relations, tu ne les subis plus. Tu n'attends plus d'être validé, tu te reconnais toi-même. Ces 5 étapes ne sont pas toujours linéaires. Parfois, tu fais un pas en avant puis 2 en arrière. Mais chaque prise de conscience est un ancrage. Chaque limite posée est un acte d'amour envers toi-même. Et chaque larme versée est une preuve de ta force. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer l'outil le plus puissant de cette guérison, les limites. Non pas comme des murs, mais comme des ponts vers ta liberté. Pendant des années, Marianne avait confondu l'amour avec le sacrifice. Elle croyait que se taire, s'adapter, encaisser, était la preuve qu'elle était une bonne fille.
Mais à mesure qu'elle avançait sur le chemin de la guérison, elle comprit que l'amour véritable ne demande pas l'effacement. Il commence par le respect de soi. Et ce respect prend forme à travers un mot simple, mais redouté. Les limites. Mettre une limite, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est dire « Voici jusqu'où tu peux aller avec moi ». C'est un acte de clarté, pas de cruauté. Pourtant, pour les enfants de mères narcissiques, poser une limite ressemble souvent à une trahison. Car ces mères ne supportent pas qu'on leur dise non. Elles le prennent comme une attaque personnelle. Et elles réagissent parfois par la colère, le chantage affectif, le silence ou la culpabilisation. C'est pour cela que beaucoup, comme Marianne, reculent au moment de poser une frontière. Elles anticipent le drame, la douleur, la peur de perdre définitivement ce lien, aussi toxique soit-il. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que chaque limite posée est une victoire sur le conditionnement. C'est une déclaration. Je mérite la paix. Je mérite le respect. Poser des limites ne veut pas dire hurler ou couper tout contact brutalement. Cela peut être silencieux, mais ferme. Cela peut commencer par un changement dans le ton, dans les attentes, dans les réponses. Cela peut signifier choisir de ne pas répondre immédiatement à un message chargé de reproches ou refuser une invitation qui réveille l'angoisse. Chaque geste compte. Et oui, cela déclenche souvent des résistances. La famille peut ne pas comprendre. Des proches peuvent te juger. Mais n'oublie pas, tu n'as pas à te justifier d'avoir besoin d'air. Les personnes saines comprendront. Les autres te montreront pourquoi ces limites sont nécessaires. Marianne, pour la première fois, n'a pas répondu à un appel de sa mère pendant une crise. Elle a respiré, elle a pleuré, et elle a senti, au fond d'elle, une vérité simple. Elle n'était plus une enfant prisonnière. Elle devenait une femme libre. Dans le prochain et dernier chapitre, nous allons parler de renaissance, de la reconquête de soi, et d'un message que tu ne dois absolument pas manquer. Il y a un moment où la douleur devient un signal, où tu ne veux plus simplement survivre, tu veux vivre. C'est ce qui est arrivé à Marianne, après des années à marcher sur des œufs, à se questionner, à s'excuser d'exister. Elle a fait un choix, reprendre possession de sa vie. Ce n'est pas venu d'un coup, c'est venu d'une accumulation de petits actes de courage, presque invisibles, mais profondément transformateurs. Elle a commencé à parler autrement, à marcher différemment, à s'entourer de personnes qui la voyaient vraiment, sans masque, sans attente. Elle a cessé de chercher dans les yeux de sa mère une approbation qui ne viendrait jamais. Et dans ce vide-là, elle a trouvé autre chose, sa propre lumière. Reprendre possession de sa vie, ce n'est pas effacer le passé, c'est lui retirer le pouvoir de définir ton avenir. C'est regarder les blessures, les accepter, mais refuser qu'elles guident tes choix. C'est arrêter de vivre dans la peur d'être trop ou pas assez. C'est oser être soi, même si cela dérange. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Des milliers de femmes, et d'hommes aussi, ont grandi dans le silence, la confusion, le doute. Mais chaque fois que l'une d'entre nous se libère, elle trace un chemin pour les autres. Alors si tu te reconnais dans cette histoire, je t'invite à faire entendre ta voix. Écris dans les commentaires ce que ce parcours t'a fait ressentir. Tape « Liberté » si toi aussi tu es prête à reprendre le contrôle. Like, partage ce message si tu crois qu'il peut aider quelqu'un. Ta parole compte, ton expérience a du poids. Et tu pourrais être le déclic que quelqu'un attendait. Et n'oublie pas, ce n'est pas à toi de porter la honte des autres. Ce n'est pas à toi de t'adapter à l'amour blessé d'une mère incapable d'aimer sans condition. Tu as le droit de construire une nouvelle histoire, plus douce, plus vraie, plus tienne. Et surtout, reste jusqu'au bout. Car j'ai une dernière chose importante à te dire, une vérité que personne ne t'a peut-être jamais offerte, mais qui pourrait bien tout changer.